L'élément figuré qu'on va aborder, c'est les leucocytes, ou si vous préférez, les globules blancs. Donc, les premières caractéristiques générales qu'on vous présente ici, donc je commence vers le premier point qui est leur fonction. En fait, il y en a plusieurs leucocytes. Hein. C'est une grande famille qui contient beaucoup de cellules. Maintenant, ils ont un objectif commun, c'est de vous défendre. C'est le mot-clé ici, hein, la défense de l'organisme contre à peu près tout ce qui peut vous attaquer. Donc, les agents pathogènes, bien sûr, différents microbes, parasites, peu importe, mais aussi les corps étrangers, ou on n'en parle pas ici, mais ça peut être une greffe aussi. On vous greffe, je ne sais pas, vous avez une greffe, une transplantation cardiaque, une greffe au niveau de, on vous donne un rein, transplantation au niveau du rein, tout ça. Bien, c'est un organe qui vient de donneur, mais qui n'est pas parfaitement compatible. Donc, on peut attaquer parfois cet organe-là parce qu'on considère que c'est un élément étranger. Donc, c'est encore les leucocytes qui font ça. Toutes les réactions allergiques, les maladies auto-immunes, on oublie ça souvent, mais c'est aussi les leucocytes qui favorisent ça. Donc, pas juste les allergies, qui est une surréaction généralement des leucocytes, mais en même temps, une maladie auto-immune, c'est qu'on attaque nos propres cellules, nos propres organes, donc on ne reconnaît plus nos propres molécules, nos propres cellules, et c'est encore une fois les leucocytes qui, dans ce cas-ci, qui dérapent, qui vont participer à cette défense-là. Mais l'objectif principal, évidemment, c'est pas d'attaquer ses propres cellules, c'est que les leucocytes veulent vous protéger contre ce qui peut vous menacer et qui est étranger, bien sûr, à votre organisme. Donc, première des choses, très différents des érythrocytes. Ils ont un noyau avec l'ADN, ils sont capables de mitose, sont capables de synthèse des protéines et tout ça. Ils ont beaucoup plus d'organites, évidemment, contrairement aux globules rouges. Ils n'ont pas d'hémoglobine, donc ne peuvent pas transporter d'oxygène CO2. Je l'ai dit tantôt, c'est une fonction complètement différente. Hein. C'est vraiment une fonction de défense immunitaire. Et ils sont très mobiles. Pas tous, mais la plupart sont mobiles. Contrairement aux globules rouges qui suivent plutôt le flux sanguin, il y a plusieurs leucocytes qui vont avoir la capacité de quitter les vaisseaux sanguins, d'aller se déplacer dans les tissus pour aller un petit peu, si vous voulez, chasser les agents pathogènes qui auraient infecté, exemple, le tissu cutané au niveau de la peau. Donc, complètement différent. Il y a 3 lignées cellulaires pour faire l'ensemble des leucocytes. Donc, on a vraiment la lignée granulocytaire, granules, parce que si on les regarde au microscope, dans le cytoplasme, ils ont des espèces de petits picots, c'est comme des petits sacs. Et généralement, c'est des cellules qui ont des réserves, des vésicules remplies de différentes molécules. Un jour, vous verrez que les basophiles, ben, eux autres, ils ont des granules d'histamine, qui est une molécule qui fait de la vasodilatation. Les éosinophiles ont des granules qui contiennent des éléments toxiques pour attaquer des vers parasites, exemple, etc. Donc, ils ont des granules avec différentes substances selon la sorte de cellule, alors que les deux autres lignées n'ont pas de granules. Les monocytaires, c'est la lignée qui va donner toutes les familles de macrophages, donc les cellules qui vont phagocyter ou manger les autres cellules ou les bactéries. Puis les lymphoïdes, la lignée lymphoïde va donner les lymphocytes B et T qui ont différentes fonctions aussi. En termes de fonction, les leucocytes, dans ce cours-ci, c'est très peu expliqué. C'est vraiment de façon très survolé très rapidement. C'est un sujet que vous allez voir en détail à la prochaine session dans le cours de microbiologie. Donc, je ne vais pas plus loin que cette diapo-là. C'est des choses que, par contre, que vous devrez être patient, mais à la prochaine session, vous allez étudier vraiment en détail. Premièrement, les images ici, c'est à titre indicatif, mais jamais je vais vous demander d'identifier à partir d'une photo de microscopie comme ça la différence entre un lymphocyte et un monocyte. Ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je vous demande, c'est de savoir, ben, si vous voyez le mot neutrophile, qu'est-ce que ça fait en gros. Donc, première des choses, les neutrophiles et les macrophages, ou les monocytes, c'est quasiment des synonymes, c'est les deux seuls leucocytes qui phagocytent. Ça veut dire, phago, ça vient du grec manger, c'est des cellules qui mangent. Donc, leur première fonction, ces cellules-là, c'est d'englober des plus petites cellules ou des fragments ou des protéines, pas des protéines, mais des bactéries, des cellules cancéreuses, peu importe. On englobe l'ennemi, entre guillemets, la cellule étrangère ou la particule étrangère. Donc, ils sont extrêmement importants. Sans rentrer en détail, c'est pas écrit ici, mais quand même, il y a des gens qui se disent ben, pourquoi deux fois la même cellule? Ben, ils ont des petites nuances de fonction. Les neutrophiles, d'habitude, c'est les cellules très rapides. Vous coupez au niveau du pouce, exemple, ça saigne, ben, il y a de fortes chances que c'est infecté, même si vous n'en rendez pas compte, une bactérie de l'air et de la peau qui va pénétrer à l'intérieur. Donc, les premiers phagocytes à arriver, c'est les neutrophiles. Ils sont extrêmement rapides, on les produit très rapidement. On a déjà certains nombres qui sont déjà en patrouille et
c'est comme les premiers soldats sur la ligne de défense. On est déjà en train d'agir très rapidement dans les heures qui suivent la blessure. Les macrophages ou monocytes sont plus longs. C'est la deuxième ligne, c'est comme la deuxième série de défense. Ils vont arriver, ils vont phagocyter aussi, mais ils viennent renforcer la première ligne. Donc, en fait, ces monocytes-là, souvent, les neutrophils sont déjà soit morts ou il en reste très peu. C'est donc comme une deuxième vague, si vous préférez, d'agents qui vont phagocyter. Donc, on va éliminer comme ça la menace. Éosinophiles sont particuliers, en fait. Ils font une seule chose, c'est qu'ils relâchent des enzymes hydrolytiques ou digestives contre certains agents. En fait, ils sont très spécialisés. Généralement, c'est les parasites qui sont très gros. Par exemple, un ver parasite qui est visible à l'œil, on pense au ver solitaire, des choses comme ça, ou la douve du foie, ou peu importe. Ces parasites-là sont trop gros pour être englobés par une seule cellule phagocytaire, exemple le neutrophile. Donc, il y a des milliers, des millions, en fait, d'éosinophiles qui vont s'accrocher après le ver, exemple. Donc, mettons, un ver qui est visible à l'œil, c'est le parasite. Bien, ce que je dessine en point rouge, c'est dans le fond tous les éosinophiles qui vont s'accrocher un peu partout comme ça et qui vont, les petits points, c'est les enzymes qu'ils vont sécréter, puis littéralement, on va détruire petite section par petite section comme ça du parasite. C'est donc des leucocytes qui sont spécialisés pour l'élimination de tous les éléments qui ont une taille gigantesque, entre guillemets, d'un point de vue. Donc, on est souvent dans le microscopique, mais ici, quand c'est plus gros qu'une cellule ou qu'une bactérie, alors là, on va travailler plus avec les éosinophiles qui, finalement, sont juste là pour libérer des enzymes digestives qui vont digérer petit morceau par petit morceau. Les basophiles sont particulièrement importantes parce qu'elles vont émettre, c'est les cellules qui sont productrices d'histamine. Donc, l'histamine, ça, je veux quand même le rajouter, que vous soyez à l'aise avec ça, parce que c'est un terme extrêmement fréquent, vous allez voir dans d'autres contextes. Mais l'histamine, c'est un puissant vasodilatateur. Donc, favorise la vasodilatation. Ça veut dire que les vaisseaux sanguins vont augmenter de taille. Au lieu d'être en position A, la vasodilatation pour le même vaisseau devient avec un plus grand diamètre. Donc, évidemment, il y a plus de sang qui va circuler. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rôle direct des basophiles sur un élément bactérien, exemple. Par contre, elles ont un rôle de support très important parce qu'en favorisant la production et la libération d'histamine, on a une vasodilatation généralisée et ces vaisseaux sanguins qui sont vasodilatés vont transporter beaucoup plus de sang. Et en transportant plus de sang, évidemment, je transporte plus de leucocytes, plus de neutrophiles, plus de monocytes, plus de lymphocytes. Donc, on favorise indirectement la réponse de défense immunitaire. Et ça favorise également une réaction qui s'appelle la réaction inflammatoire, que vous ne verrez pas dans ce cours-ci. Vous allez voir ça en soins infirmiers plus en détail ou même en microbiologie. Mais la réaction inflammatoire implique plusieurs choses. Mais ça implique généralement, en gros, une vasodilatation généralisée et donc une circulation sanguine accrue sur le site de la lésion. Donc, si vous avez le pouce tantôt qui est inflammé suite à la coupure, bien, c'est parce qu'il y a une réaction inflammatoire. Donc, une vasodilatation, plus de sang, une sortie de liquide, le plasma sanguin va quitter les vaisseaux, va s'accumuler dans les tissus, ce qui génère une enflure, parfois la douleur parce qu'on comprime les nocicepteurs et tout ça. Mais en gros, il va y avoir, l'objectif de tout ça, c'est d'amener plus de leucocytes sur le site de la lésion. Donc ça, c'est la réaction inflammatoire. Mais ce qui va la provoquer, c'est l'histamine. Donc non seulement on fait une vasodilatation, mais on favorise aussi la réaction inflammatoire. Et souvent, en soins, vous pensez à tort que la réaction inflammatoire, c'est mauvais parce que vous donnez souvent des anti-inflammatoires ou vous prenez un sirop antihistaminique, donc on bloque l'histamine. Et c'est toute une question de nuance. C'est vrai que si la réaction inflammatoire elle est trop forte, ça peut amener des problèmes, des sérieux problèmes ou des inconforts, des douleurs, c'est certain. Puis des fois, ça peut amener vraiment des problèmes sérieux aussi. Mais je veux quand même que vous gardiez en tête qu'à la base, l'histamine puis l'inflammation, c'est une réaction de défense. Donc, quand vous donnez un anti-inflammatoire, vous bloquez les défenses naturelles du patient. Des fois, c'est souhaitable, des fois, peut-être pas tant. C'est pour ça qu'il faut réfléchir parfois à vraiment la situation aussi, c'est vraiment pertinent. Même chose pour un antihistaminique. Exemple, rhume des foins, les yeux coulent, le nez coule et tout ça parce qu'il y a trop de vasodilatation, trop de réactions inflammatoires. Donc, un antihistaminique vient bloquer la production d'histamine des basophiles. On diminue la réaction inflammatoire, on diminue la vasodilatation, ce qui soulage les symptômes.
Donc, dans certains cas, ça peut être souhaitable. Mais suite à une infection, exemple, ben, c'est peut-être l'inverse. On veut vraiment une vasodilatation parce qu'on veut favoriser l'élimination comme ça de la bactérie. Donc, bref, c'était un peu de la culture personnelle, mais ce qui est important pour l'examen basophile, c'est les leucocytes qui produisent l'histamine, donc qui favorisent la vasodilatation et la réaction inflammatoire. Les derniers, les lymphocytes, il y en a plusieurs sortes. Les principaux, c'est B et T, mais il y a vraiment des sous-populations que vous allez étudier en détail dans ces leucocytes-là. Lymphocyte B, on produit des anticorps. Les anticorps, c'est une protéine en forme de Y. Il y en a plusieurs classes, mais l'idée, c'est qu'on va neutraliser. Hein? Les anticorps, c'est des protéines qui neutralisent les protéines virales, protéines bactériennes, et ça va permettre, en fait, de neutraliser les agents pathogènes et de limiter leur action néfaste dans le corps. Vous verrez ça éventuellement aussi à la prochaine session plus en détail. Et bien sûr, les lymphocytes T. Pardon. Donc, les lymphocytes T, ici, il y en a deux classes qui ont différentes fonctions. Il y a les T, c'est pas noté, mais les T auxiliaires, les T cytotoxiques. Donc, certains d'entre eux vont éliminer carrément les cellules infectées, par exemple. D'autres qui vont être là pour supporter. Ici, on est très général, ça n'explique pas grand-chose, mais ça va être suffisant pour l'instant. On vous dit que les lymphocytes T va coordonner l'activité cellulaire ou la réponse cellulaire en termes d'immunologie. Donc, souvent, on peut distinguer la réponse de défense en deux. On produit des anticorps, puis une réponse cellulaire accrue également. Donc, les lymphocytes T vont être là, entre autres, pour stimuler cette réponse cellulaire. Mais on ne va pas plus en détail pour l'instant. Donc, ça vous donne une petite idée de la fonction des leucocytes. Au même titre que vous savez que les globules rouges transportent les gaz respiratoires, mais on ne va pas plus loin que ça. Donc, si vous êtes capable de distinguer ce que je viens de dire pour les différentes classes de leucocytes, on est correct. Pour terminer les leucocytes, on va parler un petit peu aussi de certaines pathologies au niveau des leucocytes. Donc, première des choses, parfois, on va demander à l'hôpital une formule leucocytaire. Donc, ça veut dire quoi? C'est très simple. On fait un prélèvement sanguin, mais dans ce cas-ci, on va se concentrer sur les leucocytes. Donc, on va les compter tout simplement. Et généralement, on ne se contente pas de compter seulement l'ensemble des leucocytes. On va vraiment les distinguer. Donc, le technicien laboratoire va regarder, puis il va reconnaître les lymphocytes, puis les macrophages, puis tout ça. Puis, il va les compter. S'il y en a trop ou pas assez, c'est généralement un bon indicateur pour certaines pathologies qu'on va voir à la prochaine diapositive. Je ne vous demande pas d'apprendre les proportions ou les chiffres. Ce n'est pas important. Vous aurez toujours des chartes pour aller voir ça si jamais vous travaillez. C'est un petit indicatif. Mais c'est pour vous faire comprendre que parfois, j'ai des étudiants qui pensent que tous les leucocytes sont en quantité égale. C'est faux. Généralement, si je prends une prise sanguine puis je fais de la formule leucocytaire, vous avez la majeure partie de vos cellules, en fait, c'est des neutrophiles qui sont là. Comme je disais tantôt, les premiers phagocytes à agir suite à une infection, exemple. Donc, ça devrait représenter à peu près 50 à 70 % de votre population de leucocytes. Ensuite, on a pas mal de lymphocytes et les autres qui vont être dans des proportions beaucoup moindres. Donc, généralement, si vous êtes en santé, par microlitre, vous devriez avoir entre 4 000 et 11 000 leucocytes. Okay? Donc, ce qui est beaucoup moins que les globules rouges, à peu près un facteur 4-5 fois moins. Et si on arrive dans ces normes-là et ces proportions-là, ces pourcentages-là, vous êtes en santé. Mais parfois, cette formule leucocytaire va démontrer certains problèmes. Donc, parfois, on a une diminution du nombre de leucocytes de façon importante. Donc, le problème à ce niveau-là, c'est que vous êtes beaucoup plus à risque d'avoir une infection. Si vous avez moins de défense, bien évidemment, vous vous protégez moins bien contre les virus, bactéries ou autres microbes. Donc, ça, c'est ce qui est plus inquiétant quand on a une leucopénie. Hein? Donc, la pathologie s'appelle leucopénie. Leuco pour leucocyte, pénie, ça veut dire une pénurie. On manque de leucocytes, littéralement. Donc, si vous voyez ce terme-là, vous devez être capable de me dire qu'il y a moins de leucocytes. Le problème, ça engendre un plus grand risque d'infection. Et qu'est-ce qui cause les leucopénies? J'en ai parlé un petit peu tantôt. Radiothérapie, parfois des agents chimiothérapeutiques qu'on utilise pour traiter certains cancers. Ça peut être le cas aussi, ou d'autres médicaments. Donc, des fois, c'est vraiment une approche médicale qui fait qu'on détruit les cellules souches. Puis, là, moins de cellules souches, moins de leucocytes. Parfois, certains cancers, c'est pas écrit ici, mais comme la leucémie qui va détruire les cellules souches, entre autres, qui font juste de la mitose et n'arrivent pas à se spécialiser. Donc là, on va avoir non seulement une chute des thrombocytes puis des érythrocytes, mais également, on va avoir une chute des leucocytes. Donc, ça peut être aussi le cancer. Certains cancers, en fait, certaines leucémies peuvent être responsables de leucopénie.
Certains virus, je pense surtout au sida, hein, le VIH, donc ce virus, ce VIH, qui va détruire systématiquement certains leucocytes, entre autres certains lymphocytes T, qui ont marqué en particulier à la surface, là, le CD4, c'est pas retenir évidemment, mais ce virus-là, il est très bien, très astucieux en fait, il se reproduit dans nos cellules immunitaires de défense. Donc en détruisant certains lymphocytes, ben, il neutralise nos défenses, puis on n'est plus capable de neutraliser le virus, ou même parfois c'est ce qui arrive très souvent chez une personne sidatique, c'est qu'on subit à peu près toutes les maladies bénignes possibles, donc parfois des maladies très rares, des tumeurs qu'on ne voyait pas chez la plupart des gens, parce qu'on n'a plus de système immunitaire pour se défendre en fait. Donc c'est les principales causes que vous allez voir qui peuvent causer une leucopénie. Bien sûr, il y en a bien d'autres, mais c'est celles qui sont les plus évidentes. Ensuite, vous pouvez voir une hyperleucocytose, donc hyper plus leucoleucocyte. Donc, on a plus que la normale. On a plus de leucocytes que la normale, mais ce qui est très important, c'est le mot ici. Une légère élévation, ça veut dire on augmente le nombre, mais pas de façon exagérée. Et c'est très, très fréquent. Donc, une hyperleucocytose n'est pas symptomatique d'une maladie grave. Ça peut être le cas d'un cancer, exemple, mais c'est pas le cas généralement. Généralement, c'est pour ça que l'on va se baser sur d'autres signes cliniques. Par exemple, si votre patient a une hyperleucocytose, puis il fait de la fièvre, puis je sais pas, moi, il y a un écoulement nasal important, ben, il y a une infection. Donc, c'est normal qu'il y ait un peu plus de globules blancs parce qu'on se protège contre l'infection. Puis quand on traite l'infection, puis qu'on s'est débarrassé du microbe, ben là, le nombre de leucocytes devrait revenir à la normale. Okay? Il y a des gens qui sont juste stressés, puis on fait une formule leucocytaire, puis on se rend compte qu'ils ont plus de globules blancs. Donc, ça, c'est étonnant, mais le stress peut produire ça. Certaines allergies aussi. Donc, si vous êtes allergique, puis vous avez une réponse allergique, c'est certain que vous allez avoir une hyperleucocytose, vous allez avoir un peu plus de globules blancs en circulation. Maladie auto-immune, bien sûr. Maintenant, il faut la distinguer, cette hyperleucocytose, de la leucémie. La leucémie, elle, c'est une augmentation très importante. En fait, c'est une prolifération, comme tous les cancers. Tous les cancers ont ça en commun. Hein? C'est une prolifération incontrôlée. On fait de la mitose dans le tapis, puis on n'est plus capable de s'arrêter. Donc, les leucocytes se reproduisent, et généralement, ça va se faire au détriment des autres éléments figurés du sang. C'est là qu'on parle vraiment de cancer, de leucémie. Et donc, ce qui est particulier avec la leucémie, contrairement à une tumeur de peau, ou au niveau du sein, de la prostate chez l'homme, peu importe, des poumons, c'est que c'est des tumeurs solides qui sont pris dans l'organe et tout ça, qui peuvent éventuellement, bien sûr, se propager dans le corps, mais c'est des tumeurs solides. La leucémie, c'est au niveau du sang, donc c'est comme des tumeurs liquides, entre guillemets. Et c'est un peu un problème parce que déjà, le fait qu'ils sont en circulation sanguine, bien, ces cellules cancéreuses se promènent un peu partout, puis peuvent aller s'implanter un peu partout dans le corps. Donc, c'est vraiment un cancer des leucocytes. Des fois, vous me posez la question, il n'y a pas de cancer vraiment avec les globules rouges? Non. Puis ça s'explique, vous êtes capable de répondre à cette question-là. Pourquoi? Bien, généralement, c'est impossible parce que les globules rouges ont perdu leur noyau, ils n'ont pas d'ADN, donc ils ne font pas la mitose. Alors que les leucocytes ont encore les gènes impliqués dans la mitose. Le problème, c'est que ces gènes-là sont trop activés. On n'est plus capable d'arrêter ces gènes-là. Donc, on favorise une mitose qui n'arrête tout simplement pas. Ça se fait de façon en continu éternellement jusqu'à la mort du patient si on n'intervient pas. Donc, voilà pour les leucocytes.